Au beau milieu de l'océan, loin de toute ville, près de 10 000 personnes mangent, dorment, travaillent, nagent, font leurs courses, tombent malades, se divertissent et produisent des tonnes de déchets dans une unique structure d'acier. L'Icon of the Seas ressemble à un paquebot de croisière, mais fonctionne comme une véritable ville flottante autonome. L'Icon of the Seas appartient à une catégorie de navires qui défie toute intuition. On imagine généralement un navire traditionnel comme une structure allongée, avec plusieurs niveaux au-dessus de la coque, et une fonction bien définie, transporter des personnes ou des marchandises d'un port à un autre. Ce paquebot brise cette image. Son profil évoque davantage un quartier vertical construit sur une plateforme navale. Le navire mesure près de 365 mètres de long, avec une largeur bien supérieure à celle de nombreux bâtiments placés horizontalement, et une hauteur qui lui permet de dominer n'importe quel port où il fait escale. Son volume est mesuré en tonnage brut, une unité de mesure qui décrit l'espace intérieur du navire, et non son poids réel. L'Icon of the Seas pèse environ 250 800 GT, un chiffre qui permet de se faire une idée de son envergure. Concrètement, cela signifie qu'à l'intérieur de la coque se trouvent des cabines, des restaurants, des théâtres, des zones de stockage, des cuisines, des locaux techniques, des centres médicaux, des blanchisseries, des ateliers, des réservoirs, des conduits, des ascenseurs et des espaces entiers que les passagers ne voient jamais. La vie à bord est organisée en quartiers. Ce mot n'a pas été choisi au hasard. Dans une ville classique, on distingue les zones résidentielles, les quartiers commerçants, les parcs, les centres de loisirs et les espaces de travail. On retrouve une organisation similaire sur ce paquebot, bien que plus compacte et verticale. Il y a des espaces familiaux, des piscines, des restaurants, des lieux de divertissement, des ponts extérieurs, des jardins intérieurs et des galeries marchandes. Les passagers apprécient cette organisation pour sa praticité. Les ingénieurs, quant à eux, y voient un moyen de fluidifier la circulation des personnes. Transporter des milliers de personnes sur un navire exige bien plus que de simples escaliers et ascenseurs. Chaque couloir, chaque escalator, chaque porte automatique et chaque point de rassemblement remplit une fonction précise au sein d'une véritable chorégraphie logistique. Si 7000 passagers tentaient de se concentrer au même endroit et au même moment, le navire cesserait d'offrir une ambiance de lieu de villégiature et se transformerait en une gare surchargée. C'est pourquoi les activités sont réparties entre les passagers selon leurs horaires, leurs centres d'intérêt et les différentes zones. Pendant que certains prennent leur petit déjeuner, d'autres profitent de la piscine, d'autres encore se reposent, certains débarquent pour des excursions et d'autres assistent à des spectacles. L'équipage fonctionne comme un second système circulatoire. Ces déplacements sont moins visibles, mais beaucoup plus constants. Cuisiniers, techniciens, serveurs, agents d'entretien, officiers, artistes, médecins, électriciens, mécaniciens et agents de sécurité circulent sur des voies internes distinctes des zones touristiques. Sur les ponts inférieurs, une sorte d'allée de service traverse le navire dans le sens de la longueur. Sur de nombreux grands paquebots de croisière, ces couloirs sont surnommés autoroutes internes, car ils servent à la circulation des voiturettes électriques, des provisions, du matériel de maintenance, du linge, des déchets triés et du personnel effectuant ces rotations. La séparation entre le monde visible et le monde invisible est essentielle au bon fonctionnement du système. Les passagers traversent des salons lumineux, des restaurants illuminés et des ponts ouverts. En dessous, le navire fonctionne comme une usine. Cette usine ne peut jamais s'arrêter complètement. Même la nuit, lorsque l'activité touristique ralentit, le nettoyage, la maintenance, le réapprovisionnement des vivres, le lavage du linge et les contrôles techniques s'intensifient. La ville dort par roulement, mais la machine, elle, continue de tourner. Dans une ville, une panne de courant peut affecter un quartier et être compensée par un autre. Sur un navire, la panne survient au sein d'un système fermé. L'Icon of the Seas doit donc intégrer ses propres systèmes de redondance. Ceci explique l'obsession de dupliquer les équipements critiques, de compartimenter les espaces, d'installer des capteurs et de former l'équipage aux situations d'urgence. Accueillir près de 10 000 personnes en mer exige bien plus que du luxe, une rigueur industrielle. Le paradoxe de l'Icon of the Seas réside dans le fait que plus l'expérience de loisir paraît parfaite, plus le travail qui la sous-tend est complexe. Le passager voit une piscine. Les ingénieurs, eux, voient des tonnes d'eau en hauteur, la filtration, la chloration, le chauffage, le pompage, les vibrations, l'évaporation, la sécurité, le drainage et la consommation d'énergie. Le passager voit un buffet. La logistique, elle, gère la chaîne du froid, les stocks, le stockage, la préparation, la gestion des déchets, le contrôle sanitaire, le transport vertical et la prévention des déchets. Chaque élément du quotidien n'est que la partie émergée d'un système complexe et invisible.
La vie de 10 000 personnes en mer commence dans la salle des machines. Là, loin des restaurants et des piscines, le paquebot se transforme en centrale électrique mobile. L'Icon of the Seas utilise des moteurs bicarburants capables de fonctionner au gaz naturel liquéfié GNL et au distillat marin. Le GNL est stocké à des températures cryogéniques, autour de -162 degrés Celsius, car c'est la seule façon de le maintenir à l'état liquide et d'occuper un volume réduit. Le choix du GNL marque une rupture significative avec les générations précédentes de paquebots, traditionnellement associées à la consommation de carburant lourd. Le gaz naturel liquéfié réduit les émissions locales telles que les oxydes de soufre et les particules fines, améliorant ainsi la qualité de l'air autour du navire et dans les ports. Cependant, la question environnementale est plus complexe. Le GNL reste un combustible fossile et peut susciter des inquiétudes quant aux fuites de méthane, un puissant gaz à effet de serre. L'Icon of the Seas représente donc à la fois une avancée technologique et le symbole d'une transition inachevée. L'énergie produite à bord ne sert pas uniquement à la propulsion du navire. Elle alimente également une ville entière. Chaque cabine a besoin de climatisation, d'éclairage, de prises électriques, d'eau chaude et de ventilation. Les restaurants nécessitent des fours, des réfrigérateurs, des lave-vaisselle, des hottes aspirantes et du matériel de cuisine. Les théâtres utilisent l'électricité pour le son, l'éclairage, les écrans, les scènes mobiles et les mécanismes hydrauliques. Les piscines requièrent des pompes, des filtres et un système de chauffage. Les ascenseurs montent et descendent des milliers de fois par jour. Les systèmes de sécurité, de navigation et de communication fonctionnent en continu. Un paquebot de cette envergure fonctionne comme un écosystème énergétique. La chaleur résiduelle des moteurs n'est pas considérée comme une perte. Une partie de cette énergie thermique peut être récupérée pour chauffer l'eau, alimenter les systèmes de climatisation et améliorer l'efficacité globale. Ce principe est fondamental en ingénierie. Une machine gigantesque produit de la chaleur, même si sa fonction principale est le déplacement ou la production d'électricité. Dans un système intelligent, cette chaleur est captée et réutilisée. Sur l'Icon of the Seas, cette récupération contribue à réduire le gaspillage d'énergie au quotidien. Le navire est également équipé pour se connecter à l'alimentation électrique à quai lorsque le port dispose de l'infrastructure adéquate. Cette capacité, appelée alimentation à quai, permet de réduire l'utilisation des moteurs auxiliaires à quai. L'idée est simple, lorsque le navire est à quai, il peut puiser de l'énergie sur le réseau électrique local au lieu de produire toute son énergie avec ses propres générateurs. L'efficacité environnementale de ce système dépend de la source d'électricité du port, mais cette technologie réduit les émissions directes dans les zones urbaines côtières. La propulsion moderne modifie également la façon dont une structure aussi imposante se déplace. Au lieu de s'appuyer uniquement sur de longs arbres d'hélices, des hélices fixes et des gouvernails traditionnels, les grands paquebots d'aujourd'hui utilisent des systèmes de propulsion orientables. Dans ces systèmes, les hélices peuvent orienter la poussée avec une précision remarquable. Il en résulte une manœuvrabilité étonnante pour un navire de plusieurs centaines de mètres de long. Un bâtiment de cette taille peut s'approcher d'un quai, corriger sa position et se déplacer latéralement avec une fluidité qui paraît impossible vue de l'extérieur. À l'avant, des propulseurs transversaux facilitent les manœuvres à basse vitesse. Cet équipement est indispensable dans les ports étroits, où la vitesse doit être minimale et la marge d'erreur infime. En haute mer, la navigation repose sur le radar, les systèmes satellitaires, les cartes électroniques, les capteurs météorologiques, une communication constante et la planification des routes. La passerelle ne ressemble plus à l'image classique d'une barre à roues en bois. C'est un centre de contrôle doté d'écrans, d'alarmes, de consoles et de systèmes intégrés. L'automatisation ne supprime pas la responsabilité humaine, elle la transforme. Les officiers surveillent un flux continu de données sur le cap, la vitesse, la profondeur, le trafic maritime, le vent, les vagues, la consommation d'énergie et l'état des systèmes. Le capitaine ne conduit pas le navire comme une voiture. Il gère un organisme technique complexe où chaque décision a des répercussions sur des milliers de personnes, des tonnes de carburant, les horaires portuaires et la sécurité opérationnelle. Le mystère physique le plus évident apparaît lorsqu'on observe le profil du navire. Une structure de 20 ponts, regorgeant de piscines, de jardins, de toboggans et pouvant accueillir des milliers de personnes, semble trop haute pour flotter de manière stable. La réponse réside dans la répartition des masses et l'architecture du navire. Les éléments les plus lourds sont situés dans les sections inférieures, moteurs, réservoirs, générateurs, installations techniques, réserves, machines et systèmes auxiliaires. Cette concentration de poids dans les sections inférieures contribue à maintenir le centre de gravité dans des limites de sécurité. De plus, la coque possède une forme conçue pour déplacer l'eau de manière stable. Un navire flotte,
car il exerce une pression sur une masse d'eau dont le poids est égal au sien. La stabilité dépend de la répartition de cette poussée d'Archimède lorsque le navire gîte. Si la conception maintient un rapport adéquat entre le centre de gravité, le centre de poussée et le métacentre, le navire tend à se redresser. La physique rend possible ce que l'œil ne perçoit pas. Le roulis est contrôlé par des systèmes de stabilisation. Des ailerons rétractables sous la coque modifient leur angle pour générer des forces hydrodynamiques opposées au mouvement des vagues. Les ballasts et les systèmes de contrôle contribuent à équilibrer les masses et à corriger les variations de conditions. L'océan ne disparaît jamais. Le navire utilise simplement l'ingénierie pour atténuer certains de ses mouvements. Au milieu de cette complexité, le passager ne remarque généralement qu'un seul détail, le verre sur la table bouge à peine. Ce calme apparent est le fruit d'une mécanique invisible. Royal Caribbean affirme que ces navires produisent une grande partie de l'eau douce à bord grâce au dessalement. À bord de l'Icon of the Seas, environ 93% de l'eau douce est produite grâce à des installations d'osmose inverse et de dessalement. Le procédé d'osmose inverse consiste à faire passer l'eau de mer sous haute pression à travers des membranes semi-perméables. Ces membranes laissent passer les molécules d'eau tout en retenant les sels, les minéraux et de nombreux contaminants. Le procédé paraît simple à première vue, mais il est énergivore, nécessite un entretien régulier et une surveillance constante. Les membranes peuvent s'encrasser, la pression doit être maintenue dans des plages précises et la qualité finale doit être analysée. L'eau dessalée est souvent reminéralisée pour en améliorer le goût et répondre aux normes sanitaires. Elle est ensuite distribuée via un réseau interne qui alimente les cuisines, les lavabos, les douches, les laveries, les bars, les restaurants, les jacuzzis, les piscines et les systèmes techniques. La consommation est colossale. Chaque jour, des milliers de personnes prennent une douche, utilisent les toilettes, se lavent les mains, commandent des boissons, mangent au restaurant, se baignent dans les piscines et font leur lessive. À cela s'ajoutent les besoins constants de nettoyage. Sur un navire de croisière, l'hygiène est un enjeu opérationnel crucial, car une épidémie gastro-intestinale ou respiratoire peut se propager rapidement dans un espace confiné. L'eau propre garantit le confort, mais aussi la santé publique. Les eaux usées suivent un parcours différent. Les grands navires de croisière modernes sont équipés de systèmes de traitement des eaux usées de pointe. Ces systèmes traitent l'eau en plusieurs étapes, incluant la filtration, les procédés biologiques, la séparation des matières solides, la désinfection aux ultraviolets et les contrôles de qualité. L'objectif est de traiter l'eau au-delà des normes réglementaires, avant tout rejet autorisé ou toute manipulation ultérieure. Sur un navire transportant des milliers de personnes, chaque goutte utilisée doit avoir une destination précise. La condensation des climatiseurs peut également servir à économiser l'eau. Dans les climats chauds et humides, les systèmes de climatisation extraient l'humidité de l'air intérieur. Ce condensat, correctement géré, peut être utilisé pour des applications non potables, comme la lessive. Le principe est le même que celui qui régit l'ensemble du navire. Toute ressource récupérable réduit la pression sur le système principal. Les piscines ajoutent une complexité supplémentaire. L'Icon of the Seas compte 7 piscines et un vaste parc aquatique. À terre, une piscine repose sur un sol stable. En mer, l'eau d'une piscine est une masse en mouvement située à une certaine hauteur. Cette masse doit être filtrée, chauffée, sa qualité chimique contrôlée et son comportement sécuritaire pendant le déplacement du navire. Les ingénieurs doivent prendre en compte les charges dynamiques, le drainage, les débordements, les structures renforcées et la sécurité des usagers. Le paradoxe de l'eau sur l'Icon of the Seas est que le navire l'offre comme un spectacle, mais la gère comme une ressource stratégique. Les piscines, les jacuzzis et les toboggans aquatiques témoignent de l'abondance. Les ponts inférieurs, quant à eux, illustrent la rigueur. La même molécule qui apparaît comme un luxe dans une piscine suspendue a peut-être auparavant traversé des membranes, des pompes, des capteurs et des canalisations dissimulées. Cette autonomie en eau explique comment une ville peut s'éloigner des côtes sans dépendre d'un pétrolier. Le navire transporte des réserves, mais sa survie quotidienne repose sur la transformation de l'océan en eau potable. Cette transformation s'effectue sans incident, en continu, dans le bourdonnement discret des pompes et des machines que les passagers perçoivent rarement. Dans une ville terrestre, l'eau arrive par des aqueducs. Sur l'Icon of the Seas, l'aqueduc est l'océan lui-même, et la station de traitement des eaux est intégrée à la coque. La restauration est l'une des opérations les plus difficiles à dissimuler. Sur un grand paquebot, la nourriture doit paraître abondante, variée et facilement accessible. Derrière cette apparence se cache une logistique complexe, comparable à celle d'un aéroport, d'un immense hôtel et d'un centre de distribution, fonctionnant simultanément. Avant le départ, le navire est chargé de tonnes de denrées alimentaires, viande,
poissons, fruits, légumes, farine, produits laitiers, boissons, café, œufs, condiments, produits surgelés, pain, desserts et fournitures spécifiques arrivent par les quais d'approvisionnement. Chaque carton doit être enregistré, stocké et entreposé dans des conditions précises. La chaîne du froid est impérative. Les produits secs doivent être protégés de l'humidité. Les produits frais doivent être régulièrement renouvelés pour éviter toute détérioration. Les menus doivent être adaptés à la durée de la croisière, au nombre de passagers, à l'itinéraire et à leurs habitudes alimentaires. Lors d'une croisière d'une semaine, la consommation peut atteindre des chiffres astronomiques. Des milliers de petits déjeuners, dîners, goûters, cafés, boissons et encas sont préparés chaque jour. Cette diversité ne fait qu'accroître la complexité de la tâche. Il ne s'agit pas d'une population homogène. On y trouve des passagers de tous âges, aux régimes alimentaires, cultures et préférences variées. Menus enfants, options végétariennes, plats sans gluten, restauration rapide, restaurants de spécialité, buffets, dîners formels et services en cabine sont proposés. Les cuisines principales fonctionnent comme des usines. La préparation des repas y est assurée par des équipes spécialisées. L'une coupe les légumes, une autre prépare les sauces, une autre surveille les fours, une autre dresse les assiettes, une autre s'occupe des desserts et une autre gère les produits réfrigérés. La sécurité alimentaire exige des températures précises, des surfaces impeccables, la séparation des produits crus et cuits, le contrôle des allergènes et une tenue de registre continue. Le romantisme de la gastronomie repose sur une discipline quasi militaire. Le transport interne est tout aussi important que la cuisine. Les restaurants sont répartis sur différents ponts, mais une grande partie de la production est coordonnée depuis les zones de service. Ascenseurs internes, couloirs de service et zones de préparation garantissent que les plats arrivent à l'heure. Un plat chaud doit être servi chaud. La crème glacée doit rester congelée. Un plateau de buffet doit être réapprovisionné avant d'être vide, sans pour autant produire des quantités excessives qui finissent par être gaspillées. Le gaspillage alimentaire est l'un des plus grands défis sur les navires de croisière. L'abondance visuelle donne une impression de luxe, mais chaque aliment non consommé représente un coût, un gaspillage et un problème environnemental. Royal Caribbean a mis en place des initiatives pour réduire ce gaspillage grâce à des systèmes de surveillance, l'analyse de la demande et l'intelligence artificielle. L'objectif est de produire mieux et non simplement de produire plus. Si les données montrent que certains plats sont moins consommés à certains moments ou sur certains itinéraires, la cuisine ajuste les quantités. La gestion moderne des buffets s'apparente de plus en plus à une science prédictive. Les tendances historiques, le taux d'occupation, le type de passagers, la météo, les excursions, les horaires et les préférences sont analysés. Grâce à ces données, les équipes de cuisine calculent les quantités à préparer et le moment du réapprovisionnement. Le but est de maintenir une impression de disponibilité sans gaspiller des tonnes de nourriture. Malgré tout, il reste toujours des déchets. Épluchures, os, serviettes, papier, restes de nourriture, résidus de préparation et déchets organiques doivent tous être traités. À bord de l'Icon of the Seas, la gestion des déchets inclut des technologies de valorisation énergétique. Royal Caribbean a annoncé l'installation de systèmes de pyrolyse assistés par micro-ondes sur ce navire, capables de convertir les déchets solides en gaz de synthèse, utilisables comme source d'énergie pour les processus à bord et en biochar comme sous-produit. Cette technologie ne supprime pas comme par magie l'impact de la consommation, mais elle réduit le volume des déchets et permet de récupérer une partie de leur valeur énergétique. La nourriture révèle aussi la dimension humaine de l'équipage. Les passagers dînent dans des restaurants conçus comme une expérience à part entière. L'équipage dispose de ses propres réfectoires, adaptés à une main-d'œuvre internationale. Sur un navire employant des personnes de dizaines de nationalités, les repas du personnel remplissent une fonction supplémentaire, préserver le moral, la santé et la continuité des opérations. Un technicien fatigué, un serveur malnutri ou un cuisinier épuisé ont des répercussions sur l'ensemble du système. L'Icon of the Seas peut sembler être un parc d'attractions flottant, mais ces cuisines révèlent une vérité plus profonde. Une ville repose avant tout sur sa capacité à nourrir sa population. À terre, cette tâche est partagée entre supermarchés, camions, restaurants, marchés et foyers. En mer, tout est concentré dans une chaîne fermée. Dès que le navire lève l'ancre, la marge d'improvisation se réduit comme peau de chagrin. Chaque tomate, chaque litre de lait, chaque paquet de farine et chaque kilogramme de viande fait partie d'une équation calculée avant même le départ du port. L'abondance qui se retrouve dans l'assiette est le fruit d'une opération où rien ne doit être laissé au hasard. Toute ville produit des déchets. L'Icon of the Seas aussi.
La différence réside dans le fait qu'une ville terrestre peut répartir ses problèmes entre décharges, usines de recyclage, égouts, camions poubelles et réseaux municipaux. Un paquebot de croisière en plein océan doit, quant à lui, contenir, trier, traiter, stocker ou transformer ses déchets dans un espace limité. L'image touristique typique d'un paquebot de croisière est celle d'eau turquoise, de ponts impeccables et de restaurants irréprochables. Derrière cette image se cache une réalité incontournable, des milliers de personnes produisent des déchets chaque heure. Bouteilles, canettes, cartons, verres, contenants, restes alimentaires, textiles abîmés, huiles usagées, déchets médicaux, eau grise, eau noire et produits d'entretien sont tous acheminés vers différents systèmes. Les mélanger serait inefficace et dangereux. Les séparer réduit les risques et permet de les valoriser. Le recyclage à bord repose sur des installations spécialisées. Le verre peut être trié par couleur et broyé. Le carton et l'aluminium peuvent être compactés en balles pour être déchargés au port. Certains déchets sont stockés jusqu'à leur arrivée dans des installations agréées. D'autres sont traités à bord. L'expression « jeter les ordures » n'a pas vraiment de sens sur une ville flottante. Jeter les déchets signifie les transférer vers un autre système, et ce transfert doit être planifié. La réglementation maritime internationale limite strictement ce qui peut être rejeté en mer. De plus, la pression publique sur l'industrie des croisières s'accroît depuis des années. Les compagnies doivent prouver que leurs activités réduisent les rejets, maîtrisent les déchets et respectent les normes environnementales. L'Icon of the Seas a été conçue dans ce contexte. C'est pourquoi elle intègre des technologies visant à réduire la quantité de déchets envoyés en décharge et à améliorer leur traçabilité. Le système de valorisation énergétique des déchets est l'une de ses caractéristiques les plus remarquables. La pyrolyse assistée par micro-ondes chauffe les déchets dans des conditions contrôlées, avec peu ou pas d'oxygène. Au lieu d'une combustion directe, le procédé décompose les matières organiques et produit un gaz de synthèse. Ce gaz peut être utilisé comme source d'énergie pour certains procédés à bord. Le sous-produit solide, le biochar, peut être utilisé comme amendement du sol dans des applications appropriées. Le système transforme ainsi une partie du problème en ressources, toujours dans le respect des contraintes techniques et environnementales. Les eaux usées constituent une autre dimension. L'eau des douches, des lavabos, des buanderies, des cuisines et des salles de bain ne peut être ignorée. Des systèmes de traitement avancés séparent les matières solides, décomposent les matières organiques, filtrent et désinfectent. L'objectif est que l'eau traitée réponde à des normes strictes avant toute autre utilisation. Cette technologie est essentielle, car le navire évolue dans des écosystèmes fragiles, à proximité des côtes, des îles et des récifs, où la pollution aurait des effets visibles. Le nettoyage du navire engendre également une demande constante en produits, en eau et en personnel. Dans un espace clos abritant des milliers de personnes, l'hygiène joue un rôle comparable à celui d'une infrastructure sanitaire. Rambardes, toilettes publiques, ascenseurs, tables, piscines, cabines et cuisines nécessitent un entretien régulier. La maîtrise des gastro-entérites, des virus respiratoires et des contaminations croisées repose sur des procédures répétées des milliers de fois. Les déchets révèlent le côté moins reluisant de la vie en mer. Chaque luxe a un impact matériel. Un cocktail laisse derrière lui du verre, de la glace fondue, des fruits usagés, des serviettes et de l'eau de vaisselle. Un dîner génère des déchets organiques, de la vaisselle à laver, de la graisse, des emballages et une consommation d'énergie. Un spectacle engendre des coûts, costumes, entretien, électricité, nettoyage et remplacement. Rien ne disparaît. Tout circule. L'efficacité de l'Icon of the Seas réside dans sa capacité à dissimuler cette circulation sans la nier. Les passagers aperçoivent une surface lisse et brillante. L'équipage, lui, observe des flux, les déchets qui descendent, les aliments qui remontent, le linge qui entre, le linge propre qui sort, l'eau traitée, la chaleur récupérée, les matériaux compactés. Cette ville flottante paraît légère grâce à une infrastructure imposante qui fonctionne en dessous. Le mystère environnemental de l'Icon of the Seas réside dans cette tension. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie et, simultanément, un symbole de consommation extrême. Si elle intègre des technologies plus propres que ses prédécesseurs, elle n'en déplace pas moins une masse gigantesque pour assurer les loisirs en mer. C'est cette contradiction qui la rend fascinante. Environ 2350 personnes travaillent à bord pour que le navire fonctionne comme un hôtel, un théâtre, un restaurant, un atelier technique, un centre commercial, un hôpital, un parc aquatique et un système de transport. Sans cette main-d'œuvre, l'Icon of the Seas ne serait qu'une immense structure immobile. L'équipage vit dans une ville parallèle. Leurs cabines, salles à manger, espaces de repos, bureaux, blanchisseries, salles de sport et espaces communs sont séparés des zones réservées aux passagers. Cette séparation permet d'optimiser l'efficacité,
de préserver la confidentialité et de faciliter le contrôle opérationnel. Elle ne reflète pas uniquement une hiérarchie sociale. Elle répond au besoin de déplacer le personnel, les fournitures et les déchets, sans engorger les zones touristiques. La vie à bord est rythmée par les roulements. Un paquebot ne ferme jamais. Pendant que certains passagers dorment, d'autres se promènent, d'autres dînent tard, d'autres assistent à un spectacle et d'autres encore rentrent d'excursion. Il y a toujours des sanitaires à nettoyer, des ascenseurs à vérifier, des repas à préparer, des machines à surveiller, des caméras à contrôler et des alarmes prêtes à se déclencher. L'équipage travaille par roulement de 24 heures. La diversité des nationalités crée un microcosme mondial. Sur un même navire, des personnes de dizaines de pays peuvent coexister, avec leurs langues, religions, cuisines et coutumes différentes. L'anglais est un outil commun, mais le quotidien repose sur des règles partagées, une formation continue et une hiérarchie claire. Dans un espace restreint, la coexistence n'est pas un détail, c'est le fondement même de la vie sociale. La sécurité est une priorité constante. Les membres d'équipage reçoivent une formation régulière en matière de sécurité incendie, d'évacuation, d'urgence médicale, de sauvetage en mer, de confinement des déversements, de fermeture étanche des portes et d'assistance aux passagers. Un navire transportant des milliers de touristes ne peut pas improviser face à un incident. Chaque membre d'équipage a un rôle précis. En cas d'urgence réelle, le serveur cesse d'être un serveur et devient un élément du système d'intervention. Le centre de sécurité du navire en est le cerveau interne. De là, les caméras, les détecteurs d'incendie, les alarmes, les portes, les compartiments, les points d'accès restreints et les situations inhabituelles sont surveillés. La surveillance ne vise pas uniquement à prévenir les crimes. Elle permet également de détecter la fumée, la surpopulation, les pannes techniques, les passagers désorientés, les accès non autorisés et toute anomalie susceptible de se produire dans un espace clos. La médecine à bord fait partie intégrante de cette ville secrète. Un navire de cette envergure nécessite un centre médical, du personnel médical, du matériel de diagnostic de base, des médicaments, des protocoles d'isolement et une coordination avec les autorités terrestres. Vertiges, fractures, infections, réactions allergiques, problèmes cardiaques ou accidents dans les piscines et les escaliers peuvent survenir à bord. Dans les cas graves, le navire doit coordonner une évacuation médicale, un changement d'itinéraire ou une assistance au port le plus proche. L'équipage est également confronté à un défi psychologique unique, vivre sur son lieu de travail. À terre, la journée de travail se termine et l'on quitte son lieu de travail. Sur un paquebot, le lieu de travail est aussi le domicile, la salle à manger, la salle de sport, le bar, le couloir et l'horizon. Cette routine peut durer des mois. C'est pourquoi des espaces réservés à l'équipage sont essentiels. Salle à manger dédiée, espace de repos, divertissement, communication avec la famille et espace privé contribuent à maintenir la productivité. Sur les navires modernes, les cabines de l'équipage ont été améliorées par rapport aux générations précédentes. Leur conception vise à optimiser chaque mètre carré, à offrir une certaine intimité et à réduire le sentiment d'enfermement. Malgré cela, la vie à bord reste très partagée. L'équipage partage des espaces, des horaires et des règles strictes. La ville secrète existe pour que la ville touristique paraisse insouciante. Chaque geste visible cache une chaîne humaine. Un lit fait implique le travail de blanchisserie, d'entretien ménager, de logistique textile, de stockage et de surveillance. Un restaurant ouvert implique les achats, la cuisine, le nettoyage, la vaisselle, la maintenance, la sécurité alimentaire et le service. Un spectacle requiert des techniciens, des artistes, des costumes, le son, les lumières, les répétitions, le nettoyage et la coordination avec les horaires des dîners. Le navire ne fonctionne pas tout seul. Il paraît autosuffisant car des milliers de personnes veillent à son bon fonctionnement. L'Icon of the Seas ne se contente pas de transporter des passagers, elle influence leur comportement. Son architecture est conçue pour inciter les passagers à se déplacer, à consommer, à découvrir des espaces et à vivre une expérience immersive. L'économie du navire repose sur le prix du billet, mais aussi sur tout ce qui se passe après l'embarquement. Le navire propose plus de 20 options de restauration, des bars, des boutiques, des lieux de divertissement, un casino, un spa, des excursions, des activités familiales, des espaces exclusifs et des cabines de luxe. Chaque élément remplit une fonction économique. Le navire vend de la détente, mais aussi un accès privilégié, des surclassements, des expériences uniques, des boissons, des souvenirs, des soins, des jeux, du confort et une exclusivité. L'agencement des espaces fluidifie la circulation. Les zones à forte fréquentation sont situées à proximité des boutiques, des bars ou des restaurants. Les restaurants de spécialité offrent des expériences uniques. Les forfaits boissons permettent de réaliser des économies.
Les excursions à terre étendent l'activité au-delà du navire. Le casino fait de la vie nocturne une source de revenus supplémentaires. La suite familiale à plusieurs niveaux, avec ses prestations exceptionnelles, représente le summum symbolique de l'expérience croisière, un produit d'exception. L'économie à bord repose sur un atout majeur, le sentiment de déconnexion avec le monde quotidien. À terre, un achat se heurte à des obligations extérieures. Sur un navire, tout s'intègre dans une bulle de vacances. Le passager ne traverse pas une ville au prix disparate, mais évolue dans un environnement clos où chaque expérience s'inscrit naturellement dans le voyage. La carte de paiement ou le bracelet fluidifient les transactions. Les dépenses deviennent presque imperceptibles. Le divertissement remplit également une fonction logistique. Un spectacle grandiose n'est pas seulement de l'art. C'est un moyen de concentrer des centaines, voire des milliers de personnes pendant une période déterminée. Un parc aquatique répartit les familles tout au long de la journée. Un espace réservé aux adultes sépare le public. Un jardin intérieur offre un lieu de détente sans empiéter sur les ponts extérieurs. La programmation crée un rythme urbain. Sans elle, la population à bord pourrait saturer les zones clés. Le design du navire inspire l'admiration. L'aquadome, avec sa structure de verre et d'acier, est un emblème visuel. Les piscines suspendues, les toboggans aquatiques, la patinoire, les théâtres et les quartiers thématiques transforment l'ingénierie en spectacle. On ne voyage pas seulement sur le navire, on voyage pour être sur le navire. Ce changement est fondamental dans l'histoire des croisières modernes. La destination n'est plus seulement une île ou un port. La destination, c'est le navire lui-même. Ce modèle économique exige un investissement colossal. La construction d'un paquebot de cette catégorie peut coûter des milliards de dollars. La rentabilité repose sur un taux d'occupation élevé, une tarification dynamique, les ventes à bord, l'efficacité énergétique, la rotation des itinéraires et la capacité de faire du navire une marque à part entière. L'Icon of the Seas n'est pas qu'un simple navire. C'est un produit mondial, photogénique et viral, conçu pour susciter l'intérêt. Le mystère social naît de la coexistence des extrêmes. Sur les ponts supérieurs, le navire promet liberté, abondance et loisirs. Sur les ponts inférieurs, il exige discipline, hiérarchie et travail incessant. Pour les passagers, la mer est un paysage. Pour l'équipage, un lieu de travail isolé. Pour la compagnie, une scène économique. Pour les ingénieurs, une force physique à maîtriser. La ville flottante fonctionne car chaque groupe vit une version différente d'un même espace. Le touriste habite le lieu de villégiature. Le technicien habite la machine. L'officier habite le système de gestion des risques. Le cuisinier habite la production. Le médecin habite la possibilité d'urgence. L'entrepreneur habite les flux financiers. Tout cela se déroule simultanément dans la même coque. Voilà la véritable nature de l'Icon of the Seas. C'est une ville, une usine, un théâtre, un hôtel, une centrale électrique, une station d'épuration, un centre commercial et une expérience sociale. Sa grandeur ne réside pas seulement dans le transport de 10 000 personnes. Il s'agit d'amener ces 10 000 personnes à accepter une illusion, celle que vivre plusieurs jours au milieu de l'océan peut être aussi normal que de séjourner dans une ville côtière.